D'abord, merci de me recevoir. Franchement, Avec plaisir. c'est hyper chouette. Est-ce que pour commencer en douceur, tu peux te présenter en quelques mots et nous expliquer un peu ton parcours? Donc, en fait, moi, c'est Judith Tapé. Actuellement, je suis étudiant en Master 2, donc en biochimie. Mais sinon, moi, de base, je suis coprésident d'écologie qui est euh, rattaché à Écolo, Mhm. parce qu'on a le même combat, celui de l'écologie politique. Et donc, moi, donc, mon parcours, je suis arrivé en Belgique en 2013. Et donc, j'ai fait plusieurs villes de Wallonie. J'ai fait Namur, Charleroi-Liège et Mons. Et actuellement, j'habite à Bruxelles. Donc, j'ai pu me rendre compte aussi qu'en Wallonie, il y avait beaucoup d'inégalités. Et donc, les ayant subi moi-même, ayant vu aussi, de par peut-être mes amis ou ma famille, eh ben, ça a renforcé mon envie de rentrer un peu dans la cellule militante. Et du coup, suite à ça, j'ai intégré le Conseil des Africains de la province de Namur, qui est une association qui milite pour le droit des personnes, des descendants afro dans la province de Namur. Et puis, grâce à ça, j'ai connu l'écologie. Et sans suite, je suis maintenant concret. Tous les chemins. Alors, comme on peut le voir, tu es jeune. Oui. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, c'est quoi les préoccupations des jeunes belges à l'heure actuelle? Je dirais les préoccupations des jeunes Belges, Belges, on a d'abord, enfin, si je ne hiérarchise pas, mais on a la santé mentale, qui actuellement est en vogue. On a aussi tout ce qui est la sécurité d'un point de vue scolaire. Et enfin, on a les grosses incompréhensions des jeunes Belges par rapport à la suite et au nouveau gouvernement qui va d'arriver. C'est pour ça que justement, on se rend compte que dans les manifestations actuellement, il y a énormément de jeunes et aussi on voit bien qu'il y a beaucoup de manifestations. C'est sûr, mais comme tu le dis, c'est dans les préoccupations des jeunes. Notre nouveau gouvernement Arizona, Oui. il vient de prendre ses fonctions là. Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que tu penses que ce gouvernement va vraiment répondre aux attentes des jeunes? Mais moi, je pense pas que ce gouvernement va répondre nécessairement à l'attente des jeunes. Je pense un peu qu'il va un peu répondre, il va surtout répondre à l'attente des plus riches. Et ça m'embête un peu parce que ça renforce en fait les inégalités. Et donc, on le voit bien, les jeunes actuellement, les jeunes qui vont à l'école ou pas, eh ben, sont très inquiets de leur avenir et ne savent pas en fait si est-ce que ce gouvernement va finalement les enfoncer encore plus dans une certaine précarité ou va peut-être, grâce à, je sais pas, un miracle du ciel, leur enlever un peu de la zone d'ombre dans laquelle ils sont. Là, si toi maintenant tu étais au gouvernement et que tu avais ton mot à dire, ça serait quoi les trois gros sujets que tu penses que ce gouvernement devrait. De quoi il devrait discuter pour permettre aux jeunes de vivre une vie mieux en fait? Une vie meilleure, ben, d'abord, en tant qu'écologiste, je me dois de commencer par l'aspect un peu écologique. Alors, on se rend bien compte que, ben, c'est anecdotique, mais pas vraiment. Lorsque Maxime Prévost et Monsieur Georges Boucher ont pris parole lors de la formation du gouvernement wallon, eh ben, ils ont dit, ouais, rapidement sur le gouvernement. On s'en souvient, Oui. c'est anecdotique, comme je l'ai dit. En fait, ça démontre aussi peut-être une manière un peu de rabattre l'écologie au troisième, quatrième plan. Et on a bien vu, et on en parlera peut-être après, avec les inondations de Valence, que finalement, mettre un budget pour l'écologie coûte moins que réparer la catastrophe après. Et Valence, c'est pas loin d'ici. Ce qui s'est passé là-bas pourrait aussi se passer ici. D'ailleurs, en 2021, si je ne me trompe pas, il y a eu des inondations aussi. Donc finalement, ça c'est le premier point. Le deuxième point qui m'inquiète aussi, c'est d'un point de vue inégalitaire. Le gouvernement précédent, lorsqu'il a fait les écologistes, eh ben, ils avaient dédié ils avaient dédié un secrétariat à l'égalité des chances, des genres et à la diversité. En fait, c'est un point auquel je suis très rattaché parce qu'en fait, l'enfance ou même une personne en soi, c'est ce qu'on a de plus précieux. Notre intégrité, le fait d'être respecté pour ce qu'on est. Et donc, si on ne travaille pas sur ça, ben, c'est difficile après de pouvoir se construire et obtenir un peu ce qu'on veut, parce que finalement, je pense qu'on aura un peu, on ne sera pas entière comme personne. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, je dirais aussi, sans oublier les personnes en situation de précarité et les personnes sans abri. Je pense que on avait un gouvernement qui est très drastique et qui ne permettra pas de pouvoir répondre aux questions de ces personnes-là. Je pense que foutre, entre parenthèses, les gens en dehors des logements ou des endroits où ils ont l'habitude de rester parce qu'ils n'ont pas le choix, ben, c'est pas résoudre la question.
On en parlait tout à l'heure des manifestations qu'il y a eu à quelques rues d'ici finalement. Mais ces manifestations, au départ, c'était des manifestations d'enseignants qui se battaient contre la réforme du qualifiant proposée par Madame Glatini. Est-ce que on peut avoir ton avis là-dessus et l'avis d'Écologie? Mon avis là-dessus, nous sommes contre la réforme paysage de Madame Glatini. Mais en fait, il faut aussi revenir. Vous savez, lorsque on rentre dans un système un peu élitiste, comme le propose Madame Glatini, enfin, cette réforme-là, paysage, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'a finalement pas été dans les bonnes écoles, on n'a pas été dans le bon environnement, ça veut dire qu'on ne s'en sortira pas. Et on revient toujours au même principe d'inégalité. Ça veut dire que les meilleurs pourront continuer à être les meilleurs et les moins bons seront encore moins bons qu'avant. Pourquoi ne pas retravailler dans le sens inverse en créant un système qui permet la promotion des personnes en précarité. Dans les écoles notamment, il y a le qualifiant qui permet de faire... Moi aussi, je suis passé par exemple par le qualifiant. Le qualifiant en fait permet de faire en sorte que les élèves qui sont, on va dire, qui ont des déficits d'un point de vue, peut-être, je pense aux neurodivergents, aux personnes un peu hyperactifs, de faire en sorte que dans des petites classes, avec des profs un peu plus spécialisés, d'avoir un certain accompagnement. Parce que une société, elle est faite de tout le monde et tout le monde doit être pris en compte. Pas seulement les bons et les mauvais à côté. Parce qu'on a aussi cette mauvaise manière de penser que si une personne, elle est bien, c'est parce qu'elle est bien. Non, c'est aussi de fait dû à l'environnement dans lequel elle a grandi, grâce à ses parents, grâce à ses... Enfin, dû un peu à l'environnement. Du côté du changement climatique, oui. T'en parlais, tu peux pas passer à côté de ça en tant qu'écologiste, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On se rend compte, d'après l'étude du Forum des jeunes, que le changement climatique est une vraie préoccupation de la jeunesse wallonne. Quel est ton avis sur le sujet et est-ce qu'il faut accélérer la transition climatique en Belgique? Mon avis là-dessus, déjà en 2018, la période 2017-2019, il y a eu, c'est la période des grandes marches climatiques. Et donc en fait, on se rend compte à ce moment-là, la jeunesse a pris pleinement conscience, et je parle d'abord pour moi-même, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment été très attentif aux questions de changement climatique. Parce que aussi, c'est important de rappeler qu'en fait, finalement, les pays du Sud sont les pays qui subissent le plus le changement climatique, et les pays du Nord sont historiquement ceux qui dérèglent le plus. Et donc, pour répondre à la question changement climatique, je pense que les jeunes sont de plus en plus conscients que c'est important de pouvoir, déjà pour notre génération, mais surtout pour les générations d'après, de pouvoir laisser une planète habitable, de pouvoir faire en sorte que même nous, parce que le changement climatique, on ne parle pas que de la montée des eaux, on ne parle pas que des différents phénomènes qui affectent la planète, on parle aussi d'une certaine alimentation qui est liée à notre santé. Après, donc c'est un gros point de vue très global. La qualité de l'air, par exemple ici à Bruxelles, on se rend compte que dans des endroits où il y a une qualité de l'air très médiocre, c'est enclin à pouvoir créer par exemple une augmentation de l'asthme de certaines populations. Donc il faut prendre tout ça en compte. Mais comment on fait pour rendre accessibles certaines mesures écologiques aux jeunes notamment, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont précarisés? Comment on fait pour que les mesures qui vont être prises soient accessibles à tout le monde? Eh bien en fait, l'écologie politique postule à 3 volets fondamentaux. Donc l'aspect environnemental, l'aspect économique et l'aspect social. Prenons par exemple l'aspect économique. En fait, l'écologie politique prône le fait qu'il faut une meilleure répartition des richesses. Une petite partie, un petit pourcentage des riches détiennent une grande majorité de la richesse en Belgique. Mais ça, c'est pas juste en fait. Pourquoi une personne qui est née dans une famille très riche a la chance de pouvoir continuer à pérenniser cette richesse, et donc une personne qui serait née dans une famille très pauvre doit en fait continuer à rester dans une certaine pauvreté et que sa famille après puisse continuer dans une certaine pauvreté. En fait, nous ne rentrons pas dans cette dynamique-là. Nous pensons qu'il faut prendre des mesures nécessaires. Les politiques, on doit forcer les politiques à pouvoir faire en sorte qu'on puisse prendre des directives qui permettent de faire en sorte que les richesses soient mieux réparties et que chaque humain puisse être respecté et puisse vivre une vie digne. Pour le moment, on en a beaucoup entendu parler, notamment avec les quelques sorties de route de Donald Trump. Oui.
la situation en Ukraine a poussé l'Europe à proposer un plan pour réarmer notre continent. Est-ce que tu penses qu'on doit augmenter notre budget pour la défense en Belgique? Mais en fait, sur cette question, je suis obligé de répondre en deux temps. Le premier temps est que nous, en tant qu'écologistes, nous postulons à un désarmement, enfin, à une démilitarisation en fait, de la société. Parce que n'oublions pas, c'est un peu utopique, hein, je dois l'avouer, mais c'est la réalité, n'oublions pas que nous vivons tous sur une même planète et que ça ne sert à rien, dans un premier temps, de faire la guerre. Ça, c'est vrai. C'est un peu bisounours, mais c'est vrai. Dans un second temps, en fait, nous sommes contre l'invasion de la population, enfin, des Russes en Ukraine, parce que voilà, chaque pays est souverain et doit avoir toute la légitimité qu'il est en tant que pays. Mais en fait, c'est aussi important de savoir que il est important de protéger les Ukrainiens face à l'invasion russe. Mais prenons le cas de la Belgique. Ok, imaginons que nous devons financer la militarisation de notre armée, mais au profit de quoi? Ou contre quoi? Je veux dire, on ne doit pas prendre dans la poche des personnes déjà en situation de précarité pour pouvoir financer une certaine richesse militaire. On se rend compte aussi que même dans les années précédentes, lorsqu'on remonte dans l'histoire, la guerre finalement, elle profite à une certaine classe de personnes. Elle ne profite pas à tout le monde. Et n'oublions pas que dans la guerre, il y a des intérêts, mais on oublie très souvent que ce sont des personnes, des humains qui sont tués lorsqu'il y a des gros massacres. Et donc, pour terminer, globaliser en disant que c'est important de toujours penser qu'on n'est pas obligé de faire la guerre et qu'il y a plusieurs pistes aussi pour pouvoir éviter ces situations-là. On a entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux de jeunes Belges qui se demandaient si le service militaire obligatoire allait revenir. Comment tu te positionnes là-dessus? Est-ce que tu penses qu'un service militaire obligatoire pourrait-il renforcer notre sécurité en Belgique et est-ce que c'est utile? Alors, de mon point de vue, je ne pense pas qu'il faille rendre un service militaire obligatoire. Je pense que ça doit être d'abord un appel citoyen patriote de pouvoir rallier la défense. Il y a plusieurs manières de pouvoir augmenter le nombre de personnes qui puissent rallier à la défense, mais pas forcément d'obliger les gens à y aller. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. De mon point de vue. Et encore moins les jeunes. Je pense que la défense est une situation qui concerne tout le monde. Si quelqu'un sent le besoin de pouvoir rejoindre les rangs de l'armée, pourquoi pas, mais je ne pense pas qu'il faille obliger les gens à pouvoir le faire. Et ça ne se fait pas dans tous les pays, donc pourquoi l'autre? Changeons un petit peu de sujet, parlons un peu des stages et de l'emploi des jeunes. Oui. La FEF en parlait récemment. Les stages non rémunérés sont encore très courants en Belgique. Quel est ton avis sur la situation et est-ce qu'on devrait interdire les stages non rémunérés? Interdire, peut-être, je ne sais pas, mais plutôt promouvoir en fait la rémunération des stages. Parce qu'on se rend bien compte qu'en fait, un stagiaire, il travaille en quelque sorte. Il apprend le métier. Donc, il permet aussi à l'entreprise de pouvoir dégager un peu de temps, dégager un peu de charge de travail pour pouvoir s'atteler à autre chose. Donc, en contrepartie, ça se fait dans beaucoup de pays, pouvoir avoir une certaine rémunération. Moi, pour prendre mon cas, moi je suis en alternance par exemple. On se rend bien compte que l'alternance, de plus en plus, est en vogue en Belgique. Depuis 2016, que l'alternance dans mon secteur d'activité a été conçue. Et ça me permet de pouvoir avoir une certaine autonomie financière, de pouvoir apprendre à me gérer moi-même aussi et de pouvoir moins dépendre de mes parents ou de la société tout en apprenant le métier. Donc je pense qu'on doit aller petit à petit vers soit un système de rémunération de stage ou alors continuer, c'est vrai qu'on le fait déjà, continuer à faire en sorte que le pays puisse aller dans un système d'alternance dans tous les secteurs d'activité. Revenons un peu sur l'étude du Forum des jeunes. Oui. Cette étude montre que beaucoup de jeunes se sentent un peu déconnectés de la politique en Belgique. Comment ton parti, ou plutôt ta jeunesse politique, propose de les impliquer davantage? C'est une bonne question, mais je pense que la question elle est souvent un peu mal comprise parce qu'on dit souvent que les jeunes se désintéressent de la politique, mais j'ai pu le voir aussi qu'en fait des jeunes s'intéressent quand même à la politique. Dire que les jeunes sont désintéressés, c'est un peu balayer un peu de la main le fait que les jeunes sont quand même intéressés par rapport à ce qui se passe pour leur avenir. On l'a vu récemment aussi lors des marches. J'étais étonné de voir qu'il y a énormément de jeunes qui se joignent aux syndicalistes pour pouvoir
pour pouvoir protester contre les mesures gouvernementales. Maintenant, comment faire en sorte que les jeunes puissent s'intéresser encore plus? On a la plateforme, par exemple, Débat Apprenti Citoyen, qui permet de faire en sorte que les jeunesses de politique puissent aller dans des écoles, faire des débats, faire la promotion de leur idéologie. Et je pense que ça, c'est déjà un système qui est bien mis en place pour faire en sorte que les jeunes qui avaient peut-être des interrogations ou certains doutes puissent finalement se dire « Ah oui, ok, cette personne-là ou cette idéologie-là m'a convaincu et je suis prêt à le faire. » Donc, c'est pas continuer à susciter chez les jeunes peut-être une envie de pouvoir s'intéresser et de prendre surtout le destin en main. Restons sur les jeunes et la politique. C'est le 9 juin de cette année, Oui. enfin de l'année dernière plutôt, c'est vrai qu'on est déjà en 2025. Les jeunes de 16 ans ont eu la possibilité d'aller voter pour la première fois aux européennes. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est trop tôt? Et est-ce qu'il faudrait le mettre à tous les niveaux de pouvoir, le vote à 16 ans? C'est vrai que j'ai pas analysé les chiffres pour savoir si est-ce que finalement ça avait été bien fait. Mais moi je pense qu'à 16 ans, est-ce que c'est une bonne idée? Oui. Parce que oui, c'est une bonne idée. Maintenant, je pense que ça doit juste être encadré. On doit permettre aux jeunes justement de pouvoir et à la fois leur libre arbitre et à la fois des dynamiques qui font en sorte que chaque personne puisse être consciente des enjeux et pouvoir faire son choix. Donc oui, pour moi, c'est une bonne idée qu'à 16 ans, les jeunes soient capables de pouvoir voter et pouvoir donner leur avis sur leur avenir, parce que finalement, c'est aussi leur avenir qui est en jeu. Et 16 ans, je pense qu'on a quand même une certaine maturité que pour pouvoir choisir vers quel idéal se tourner. Revenons un peu plus haut dans notre interview et on va reparler un peu de l'Ukraine. Oui. T'en parlais tout à l'heure, tu condamnes l'invasion des Russes. Est-ce que tu penses qu'on devrait envoyer plus d'aide militaire à l'Ukraine? Est-ce qu'on devrait investir plus d'argent dans les aides qu'on envoie à l'Ukraine? En fait, est-ce qu'on devrait envoyer plus d'aide à l'Ukraine? Forcément, d'un certain regard, l'Ukraine c'est la porte de l'Europe. Donc finalement, nous ne connaissons pas, ou du moins, même si on prête des intentions à la Russie d'une certaine invasion de l'Europe, après l'Ukraine c'est la porte ouverte à l'Europe. Donc forcément il faut protéger les frontières face à l'invasion, mais il ne faut jamais oublier que la guerre n'est pas que la seule solution. La diplomatie permet aussi de pouvoir éviter plein de guerres, comme il y a déjà eu dans le passé. Donc ok, dans un premier temps, peut-être c'est nécessaire de pouvoir toujours faire front face à l'invasion, mais dans un second temps, toujours se rendre compte qu'ok, une fois qu'on a fait front, comment on fait en sorte qu'on puisse apaiser les tensions et aller vers le chemin de la guérison. Parce que, entre-temps, ce sont des familles qui perdent la vie, ce sont des frères qui perdent leurs sœurs, des mamans, etc. Et il ne faut jamais oublier l'aspect humain des populations, des gens. Restons dans les sujets qui sont un petit peu touchy pour le moment. Ouais. Samuel Kogolati, lors d'un débat à l'ULB, si je ne me trompe pas, a repris Georges-Louis Boucher sur la question palestinienne. C'était à Saint-Louis. À Saint-Louis. Pardon, à Louvain-la-Neuve. À Louvain-la-Neuve. Quelle est ta position sur ce sujet et comment la Belgique devrait réagir face à ce génocide? À ce risque de génocide, exactement, pour reprendre le mot même, notre parti prône depuis longtemps d'ailleurs la reconnaissance d'un État palestinien. Parce que nous pensons que c'est la base pour pouvoir aller vers une... Je ne suis pas spécialiste, je suis pas spécialiste du sujet, mais pour reprendre le sujet, donc notre parti prône la reconnaissance d'un État palestinien. Pour répondre à la question, c'est vrai que concernant le risque de génocide, notre parti prône dans un premier temps la reconnaissance d'un État palestinien. Parce que nous pensons que c'est la base pour pouvoir aller vers une sorte de discussion qui amènerait à un cessez-le-feu et puis à une paix future. Donc après, ça, cette question, je ne préfère pas. Ok, t'inquiète. C'était très bien. Alors, on va revenir un peu sur le nouveau gouvernement. Oui. Le nouveau gouvernement a proposé plein de réformes dans son accord. Y en a-t-il une qui t'a particulièrement choqué ou au contraire une que tu trouves plutôt intéressante? En fait, moi, il y a une mesure qui me choque particulièrement parce qu'en fait, je vais me faire un peu la voix des sans-voix. On parle souvent de... tu sais, il y a une grande partie de personnes qui travaillent pour nos administrations, pour nos services publics, qui sont les sans-papiers, mais qui malheureusement ne sont jamais reconnus à leur juste valeur, qui paient les impôts de par leur travail et qui finalement sont
ostracisés par une partie des décisions gouvernementales. Et c'est souvent sur eux qu'on tape. Et donc ce gouvernement, lorsque il pointe toujours du doigt les immigrés comme étant un peu la gangrène de la société, en fait moi ça me met un peu, c'est un peu gênant aussi, disons les termes, de toujours pointer l'immigration comme un fléau, l'immigration, sachant que finalement l'immigration, à certains égards, est quelque chose de bénéfique aussi. Parce que le fait d'avoir une certaine diversité permet de faire en sorte que la population puisse être meilleure, avoir de bonnes valeurs. Et donc ça, c'est une valeur, ça c'est l'une des mesures gouvernementales qui me choque le plus. La deuxième aussi, c'est par rapport aux femmes. Parce qu'avoir des mesures gouvernementales qui ne sont pas axées, on parlait tout à l'heure du secrétariat à l'égalité des genres, à la diversité, avoir des mesures qui ne sont pas axées au genre, à la diversité et aux femmes, ça fait en sorte que quel message on passe à nos filles, à nos femmes, à nos mamans finalement. Est-ce qu'elles ne sont pas une part importante de la société? Enfin, moi ça me met un peu en position de mal-être par rapport à ces mesures gouvernementales-là. Très bien, eh bien on arrive déjà à la fin. Ouais. Je te propose de t'adresser à la caméra et de t'adresser aux jeunes qui nous regardent. Si tu pouvais leur envoyer un message aujourd'hui, ça serait quoi? Ben moi, si je peux adresser un message aux jeunes, enfin, Évidemment. de comment je vois les choses, en fait je dirais qu'il faut surtout continuer à se battre pour un avenir, pour notre avenir, parce qu'en fait c'est important de pouvoir se rendre compte que nous avons les cartes en main. Ne pas se dire oui, ben, la politique en fait ça ne nous intéresse pas, de toute façon c'est tous les mêmes, parce que comme il y a une belle phrase de Calvin Suarez qui dit souvent si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Donc qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux finalement être acteur, actrice de la société de demain ou en subir malheureusement les conséquences? Parce que si tu ne t'impliques pas, eh ben, les autres le feront. Très bien, eh bien merci beaucoup. Merci à toi, Yo.